chaque seconde qui s'écoule pendant que tu écoutes ces mots. 400 milliards d'étoiles naissent et meurent dans l'univers observable. 400 milliards. Et pourtant, ce chiffre astronomique ne représente même pas une fraction de la vérité terrifiante que la science moderne commence à peine à effleurer. Car le nombre d'étoiles que nous pensions connaître, celui qu'on nous a enseigné à l'école, celui qui figure dans les manuels d'astronomie les plus respectés du monde, ce nombre est fondamentalement, catastrophiquement, horrifiquement faux. Imagine un instant que tu te trouves sur une plage immense face à l'océan. Tes pieds s'enfoncent dans le sable tiède tandis que tu contemples l'horizon infini. Maintenant, baisse les yeux et regarde les grains de sable sous tes orteils. Chaque grain, chaque minuscule particule siliceuse que tu peux distinguer à la surface de cette plage représente une étoile dans notre galaxie. Voilà ce qu'on nous a dit pendant des décennies. Voilà la métaphore rassurante que les astronomes utilisaient pour nous faire comprendre l'immensité du cosmos. Mais cette métaphore est morte. Elle a été assassinée par les découvertes des télescopes les plus puissants jamais construits par l'humanité. Car la réalité dépasse tellement notre imagination que même les scientifiques les plus aguerris ont dû s'asseoir en silence pendant de longues minutes après avoir découvert la vérité. Ce soir, nous allons explorer 3 mystères qui vont transformer à jamais ta perception de l'univers. Le premier concerne les étoiles invisibles, ces astres fantômes qui existent bel et bien, mais que nos instruments ne peuvent tout simplement pas détecter, et dont le nombre dépasse tout ce que nous avions imaginé. Le deuxième mystère touche à la violence cosmique inimaginable qui se produit chaque fraction de seconde dans cet océan stellaire infini. Des explosions si puissantes qu'elles pourraient vaporiser notre système solaire entier sans même ralentir. Et le troisième mystère, peut-être le plus troublant de tous, concerne ce que cette quantité vertigineuse d'étoiles signifie pour notre existence, pour notre solitude cosmique et pour la question qui hante l'humanité depuis la nuit des temps. Sommes-nous vraiment seuls dans cet univers grouillant de soleil ? Tu vas découvrir quelque chose ce soir qui va changer ta manière de regarder le ciel nocturne, quelque chose qui pourrait bien te garder éveillé longtemps après la fin de ce documentaire. Car une fois que tu auras compris l'ampleur réelle du nombre d'étoiles qui parsèment l'espace infini, tu ne pourras plus jamais contempler les étoiles avec la même innocence. Si les mystères du cosmos te fascinent autant qu'ils me fascinent, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Car le voyage que nous entreprenons ensemble ce soir n'est que le début d'une exploration bien plus vaste. Le voyage commence maintenant. Pendant très longtemps, les astronomes ont cru maîtriser la question du nombre d'étoiles. L'histoire commence véritablement dans les années 1920, lorsque Edwin Hubble, l'un des plus grands astronomes de l'histoire, a fait une découverte qui a bouleversé notre compréhension du cosmos. En observant attentivement ce qu'on appelait alors la nébuleuse d'Andromède, Hubble a réalisé que cette tache floue dans le ciel n'était pas un nuage de gaz appartenant à notre Voie lactée, mais une galaxie entière, aussi vaste que la nôtre, située à plus de 2 millions d'années-lumière de la Terre. En une seule observation, Hubble venait de multiplier par des milliards le nombre d'étoiles potentielles dans l'univers. À partir de cette découverte fondamentale, les astronomes ont commencé à développer des méthodes pour estimer le nombre total d'étoiles. La logique semblait imparable. On comptait d'abord les étoiles dans une portion représentative de notre galaxie. On extrapolait ce chiffre à l'ensemble de la Voie lactée. Puis on multipliait par le nombre estimé de galaxies dans l'univers observable. Simple, élégant, rassurant. Les résultats de ces calculs donnaient un chiffre qui semblait déjà vertigineux. Entre 100 milliards et 400 milliards d'étoiles dans notre seule galaxie, et environ 200 milliards de galaxies dans l'univers observable. En multipliant ces deux nombres, on obtenait une estimation d'environ 10 puissance 22 étoiles, soit quelque chose comme 100 000 milliards d'étoiles. Ce chiffre astronomique est devenu la référence standard, répétée dans tous les documentaires, tous les livres de vulgarisation, toutes les salles de classe du monde. Mais ce chiffre était une illusion confortable, une approximation grossière basée sur des hypothèses qui se sont révélées catastrophiquement erronées. Le premier problème majeur concernait notre capacité même à voir les étoiles. Pendant des décennies,
Les astronomes ont supposé que leurs télescopes, de plus en plus puissants, capturaient l'essentiel de la lumière stellaire de l'univers. Certes, ils savaient que certaines étoiles étaient trop faibles ou trop lointaines pour être détectées individuellement, mais ils pensaient que leur modèle mathématique compensait correctement ces lacunes. Ils avaient tort, terriblement tort. En 2010, une équipe de chercheurs de l'université de Yale a publié une étude qui a fait l'effet d'une bombe dans la communauté astronomique. En utilisant des techniques d'observation révolutionnaires, ces scientifiques ont découvert que les galaxies elliptiques massives contenaient beaucoup plus de naines rouges que prévu. Les naines rouges sont les étoiles les plus petites et les plus discrètes de l'univers. Elles brillent ainsi faiblement qu'elles sont pratiquement invisibles depuis la Terre, même avec nos meilleurs instruments. Et pourtant, elles représentent environ 80% de toutes les étoiles de l'univers. Le problème, c'est que nos estimations précédentes sous-estimaient dramatiquement leur nombre. L'étude de Yale suggérait que le nombre réel d'étoiles dans l'univers observable devait être multiplié par 3, au minimum. 3 fois plus d'étoiles que tout ce que nous avions imaginé. Mais ce n'était que le début du cauchemar mathématique, car quelques années plus tard, les observations du télescope spatial Hubble ont révélé une autre erreur monumentale dans nos calculs. Le nombre de galaxies lui-même avait été drastiquement sous-estimé. En 2016, une équipe internationale dirigée par Christopher Consellis de l'université de Nottingham a analysé des images du ciel profond prises par Hubble sur une période de 20 ans. Leurs conclusions ont stupéfié la communauté scientifique. L'univers observable ne contenait pas 200 milliards de galaxies comme on le pensait, mais au moins 2000 milliards. 10 fois plus. 2000 milliards de galaxies, chacune contenant des centaines de milliards d'étoiles, dont la grande majorité sont des naines rouges invisibles que nous avions ignorées pendant des décennies. Tu commences peut-être à percevoir l'ampleur du problème. Nos estimations n'étaient pas légèrement incorrectes. Elles n'étaient pas décalées de quelques pourcentages. Elles étaient fausses d'un facteur de 30, peut-être 50, peut-être même 100. Personne ne sait exactement à quel point nous nous sommes trompés, car chaque nouvelle génération de télescopes révèle des étoiles et des galaxies que nous ne soupçonnions même pas. Mais la réalité est encore plus vertigineuse que ces chiffres bruts ne le suggèrent, car nous n'avons parlé jusqu'à présent que de l'univers observable. L'univers observable est la portion du cosmos dont la lumière a eu le temps de nous parvenir depuis le Big Bang, il y a environ 13 milliards 800 millions d'années. Cette sphère d'observation a un rayon d'environ 46 milliards d'années-lumière. Au-delà de cette frontière invisible, il existe certainement d'autres galaxies, d'autres étoiles, d'autres mondes que nous ne verrons jamais, car leur lumière n'aura jamais le temps de nous atteindre avant la mort thermique de l'univers. Quelle est la taille réelle de l'univers, au-delà de cette limite observable? Personne ne le sait avec certitude. Certains modèles cosmologiques suggèrent que l'univers total pourrait être des millions de fois plus vaste que la portion que nous pouvons observer. D'autres théories évoquent un univers littéralement infini, sans bord ni limite, s'étendant à jamais dans toutes les directions. Si ces théories sont correctes, alors le nombre d'étoiles n'est pas simplement grand. Il n'est pas simplement immense. Il est potentiellement infini. Un nombre sans fin de soleils brûlant dans un espace, sans fin, pour une durée sans fin. Cette perspective devrait nous remplir d'émerveillement. Elle devrait nous faire sentir connectés à quelque chose de grandiose, de sublime, de magnifique. Mais la réalité est beaucoup plus sombre que cela. Car lorsqu'on commence à véritablement comprendre ce que signifie ce nombre astronomique d'étoiles, on réalise quelque chose de profondément troublant. Chaque étoile est un soleil. Chaque soleil est un réacteur thermonucléaire titanesque, brûlant des milliards de tonnes d'hydrogène chaque seconde dans des réactions de fusion d'une violence inimaginable. Chaque étoile est une machine de destruction potentielle, capable de stériliser des systèmes planétaires entiers par sa radiation, ses éruptions ou sa mort explosive. Et il y en a des trillions de trillions de trillions dans l'univers observable seul. Nous vivons dans un océan de feu nucléaire, un océan si vaste que notre esprit ne peut même pas commencer à en concevoir les dimensions. Et au milieu de cet océan, notre petite planète bleue dérive silencieusement,
protégés par une bulle magnétique fragile et une mince couche d'atmosphère, ignorant largement les cataclysmes qui se produisent à chaque instant dans les profondeurs du cosmos. Mais ce n'est pas tout. Le nombre vertigineux d'étoiles soulève une question encore plus inquiétante. Une question que le physicien Enrico Fermi a formulée pour la première fois en 1950 lors d'un déjeuner avec ses collègues. Si l'univers contient autant d'étoiles, et si une fraction même infime de ces étoiles possède des planètes habitables, et si une fraction même infime de ces planètes habitables a développé la vie, et si une fraction même infime de cette vie a évolué vers l'intelligence, alors l'univers devrait grouiller de civilisations extraterrestres. Des millions, des milliards de civilisations devraient avoir émergé bien avant nous, certaines depuis des milliards d'années. Elles auraient eu le temps de coloniser la galaxie entière, de construire des mégastructures visibles depuis la Terre, d'envoyer des signaux que nos radiotélescopes pourraient capter. Et pourtant, le silence. Un silence assourdissant qui s'étend d'un bout à l'autre du cosmos. Pas un signal, pas une preuve, pas un indice de leur existence. Où sont-ils tous ? Cette question, connue sous le nom de paradoxe de Fermi, devient de plus en plus troublante à mesure que nous découvrons l'ampleur réelle du nombre d'étoiles. Car plus ce nombre augmente, plus l'absence totale de signes de vie intelligente ailleurs devient statistiquement improbable. Quelque chose ne va pas dans notre compréhension de l'univers. Quelque chose de fondamental nous échappe. Peut-être que la vie intelligente est extraordinairement rare. Un accident cosmique unique qui ne s'est produit qu'une seule fois dans l'histoire de l'univers. Peut-être que nous sommes véritablement seuls, perdus, dans un océan d'étoiles indifférentes. Ou peut-être, et cette possibilité est bien plus terrifiante, que les civilisations émergent régulièrement dans l'univers, mais qu'elles ne survivent jamais assez longtemps pour coloniser les étoiles. Peut-être qu'il existe un grand filtre, un obstacle insurmontable que toutes les civilisations rencontrent tôt ou tard et qui les conduit inévitablement à l'extinction. Peut-être que nous approchons nous-mêmes de ce filtre, sans même le savoir. La quantité astronomique d'étoiles dans l'univers n'est pas simplement un fait scientifique fascinant. C'est un miroir qui nous renvoie notre propre fragilité, notre propre insignifiance, notre propre mortalité cosmique. Chaque étoile est un rappel silencieux que l'univers existait bien avant nous et continuera d'exister bien après notre disparition. Chaque étoile est une question sans réponse sur notre place dans le grand schéma des choses. Chaque étoile est un mystère qui attend d'être résolu ou qui restera peut-être à jamais hors de notre portée. Les chiffres que nous pensions maîtriser se sont révélés être des illusions. Les certitudes que nous avions construites se sont effondrées comme des châteaux de sable face à la marée montante des découvertes scientifiques. Et nous restons là, sur notre petite planète, à contempler un ciel nocturne dont nous commençons à peine à percevoir la profondeur véritable. Mais la réalité est encore bien plus obscure que tout ce que nous avons évoqué jusqu'à présent. Car les chiffres que je viens de mentionner, aussi vertigineux soient-ils, ne concernent que les étoiles que nous pouvons théoriquement détecter, celles qui émettent de la lumière visible ou d'autres formes de rayonnement électromagnétique que nos instruments peuvent capter. Ils ne prennent pas en compte les étoiles mortes, les cadavres stellaires qui dérivent silencieusement dans le vide interstellaire, invisibles mais bien présents, les naines blanches, les étoiles à neutrons, les trous noirs stellaires, des milliards de fantômes cosmiques dont nous ignorons l'existence. Tout ce que nous pensions savoir sur le nombre d'étoiles était faux. Et ce que nous découvrons maintenant dépasse notre capacité même à concevoir l'immensité. Pour véritablement comprendre l'ampleur terrifiante du nombre d'étoiles, il faut d'abord saisir ce qu'est réellement une étoile et comment ces objets célestes se forment dans les profondeurs glacées de l'espace. Car derrière chaque point lumineux que tu aperçois dans le ciel nocturne se cache un processus de création d'une complexité et d'une violence qui défie l'imagination humaine. Tout commence dans les nuages moléculaires géants, ces vastes étendues de gaz et de poussière qui dérivent entre les étoiles existantes. Ces nuages sont immenses, véritablement colossaux. Un seul nuage moléculaire peut s'étendre sur des centaines d'années-lumière et contenir suffisamment de matière pour former des millions de soleils. À l'intérieur de ces structures titanesques, la température descend à des niveaux presque inimaginables. Parfois, seulement 10 degrés au-dessus du zéro absolu,
soit environ moins 263 degrés Celsius. Dans ce froid extrême, les molécules d'hydrogène se déplacent lentement, presque paresseusement, attendant le déclencheur qui va transformer ce calme glacial en une tempête de création stellaire. Ce déclencheur peut prendre de nombreuses formes. Parfois, c'est l'onde de choc d'une supernova lointaine qui traverse le nuage, comprimant le gaz sur son passage. Parfois, c'est le passage du nuage à travers l'un des bras spiraux de la galaxie, où la densité de matière est plus élevée. Parfois, c'est simplement l'attraction gravitationnelle naturelle qui finit par l'emporter sur la pression interne du gaz. Quelle que soit la cause initiale, le résultat est toujours le même. Une région du nuage commence à s'effondrer sur elle-même. Cet effondrement est lent au début, presque imperceptible à l'échelle humaine. Mais à mesure que la matière se concentre, la gravité devient plus forte, attirant encore plus de gaz et de poussière vers le centre de l'effondrement. La température commence à augmenter, lentement d'abord, puis de plus en plus vite. Au cœur de cette concentration croissante, une protoétoile prend forme, une boule de gaz chauffée à blanc qui n'est pas encore une véritable étoile, mais qui en a déjà l'apparence. La protoétoile continue d'accumuler de la matière pendant des centaines de milliers d'années, parfois des millions d'années. Sa température centrale grimpe inexorablement, passant de quelques milliers de degrés à des dizaines de milliers, puis à des centaines de milliers, et puis, soudainement, un seuil critique est franchi. Lorsque la température au cœur atteint environ 10 millions de degrés Celsius, quelque chose de miraculeux se produit. Les noyaux d'hydrogène, normalement repoussés les uns par les autres en raison de leur charge électrique positive, sont forcés de se rapprocher suffisamment pour que la force nucléaire forte prenne le dessus. Ils fusionnent, libérant une quantité phénoménale d'énergie. La fusion nucléaire s'allume, une étoile est née. Ce processus de naissance stellaire se produit en ce moment même, alors que tu écoutes ces mots, dans des milliers d'endroits différents à travers notre seule galaxie. La nébuleuse d'Orion, visible à l'œil nu comme une tache floue dans la constellation du même nom, est l'une de ces pouponnières stellaires actives. À environ 1350 années-lumière de la Terre, elle abrite des centaines de jeunes étoiles et de proto-étoiles en formation. Certaines âgées de seulement quelques centaines de milliers d'années, des bébés à l'échelle cosmique. Les images prises par les télescopes spatiaux révèlent qu'ont des disques de gaz et de poussière tourbillonnant autour de ces étoiles naissantes. Les mêmes disques qui donneront peut-être naissance un jour à des planètes, peut-être même à des planètes habitables, peut-être même à des mondes où la vie émergera et contemplera à son tour les étoiles. Mais toutes les étoiles ne naissaient pas égales. La masse de gaz disponible lors de la formation détermine le destin de chaque étoile. Sa luminosité, sa couleur, sa durée de vie et la manière dont elle mourra. Cette diversité stellaire est l'une des clés pour comprendre pourquoi le nombre réel d'étoiles dépasse si dramatiquement nos estimations initiales. Les étoiles les plus massives, celles qui contiennent plus de 8 fois la masse de notre Soleil, sont des monstres de lumière et de fureur. Elles brillent avec une intensité aveuglante, parfois des millions de fois plus brillante que notre étoile. Leur surface atteint des températures de 30 000, 40 000, parfois 50 000 degrés Celsius, leur donnant une couleur bleu-blanc caractéristique. Ces géantes bleues sont les reines du cosmos, visibles depuis des distances colossales, dominant les bras spiraux des galaxies de leur éclat impérieux. Mais leur règne est bref. Ces étoiles massives brûlent leur combustible nucléaire à un rythme effréné, consumant en quelques millions d'années ce qu'une étoile plus modeste mettrait des milliards d'années à utiliser. Elles vivent vite et meurent jeunes, explosant en supernovas cataclysmiques qui peuvent brièvement éclipser la lumière de galaxies entières. Malgré leur visibilité spectaculaire, ces étoiles massives sont extraordinairement rares. Elles représentent moins d'1% de toutes les étoiles de l'univers. Pour chaque géante bleue que nos télescopes peuvent facilement détecter, il existe des milliers d'étoiles plus petites et plus discrètes qui échappent à notre attention. À l'autre extrémité du spectre se trouvent les naines rouges, ces étoiles modestes qui constituent la vaste majorité silencieuse de la population stellaire. Une naine rouge typique contient entre 7 et 50% de la masse du Soleil. Sa température de surface oscille entre 2000 et 3500 degrés Celsius.
lui donnant cette teinte rouge caractéristique qui lui vaut son nom. Sa luminosité est si faible qu'elle pourrait se trouver à seulement quelques années-lumière de la Terre et rester invisible à l'œil nu. Proxima Centauri, l'étoile la plus proche de notre système solaire, est une naine rouge. Elle se trouve à seulement 4,2 années-lumière de nous, une distance cosmiquement insignifiante. Et pourtant, malgré cette proximité, elle est impossible à voir sans l'aide d'un télescope. Sa luminosité représente à peine un 20 millième de celle du Soleil. Si tu remplaçais le Soleil par Proxima Centauri au centre de notre système solaire, la Terre plongerait dans une obscurité perpétuelle, éclairée seulement par une lueur rouge terne qui ne parviendrait même pas à chasser les ténèbres. Cette discrétion rend les naines rouges extraordinairement difficiles à détecter et à compter, surtout dans les galaxies lointaines. Lorsque les astronomes observent une galaxie située à des millions ou des milliards d'années-lumière, ils ne voient essentiellement que la lumière combinée de ces étoiles les plus brillantes. Les naines rouges sont là, par milliards, mais leur faible contribution lumineuse se perd dans l'éclat de leurs voisines plus spectaculaires. C'est comme essayer de compter les lucioles dans une forêt en plein jour, alors que le soleil brille de toute sa puissance. Les lucioles sont présentes, mais leur lumière est complètement noyée. Pendant longtemps, les astronomes ont simplement extrapolé le nombre de naines rouges dans les galaxies lointaines en se basant sur ce qu'ils observaient dans notre propre voisinage galactique. Ils supposaient que la proportion de naines rouges par rapport aux autres types d'étoiles était à peu près constante partout dans l'univers. Cette supposition semblait raisonnable. Après tout, les lois de la physique sont les mêmes partout. Donc, la formation des étoiles devrait suivre les mêmes schémas partout. Mais la réalité s'est révélée bien plus complexe. Les observations récentes ont montré que les galaxies elliptiques massives, ces énormes amas d'étoiles de forme ovale qui contiennent certains des plus anciens systèmes stellaires de l'univers, possèdent une proportion de naines rouges considérablement plus élevée que notre Voie lactée. Ces galaxies se sont formées tôt dans l'histoire de l'univers, à une époque où les conditions étaient différentes, où les nuages de gaz avaient une composition chimique distincte, où les processus de formation stellaire suivaient des règles légèrement modifiées. Le résultat est que ces galaxies anciennes regorgent littéralement de naines rouges, bien plus que nos modèles ne le prévoyaient. Et ces galaxies elliptiques sont nombreuses, très nombreuses. Les plus grandes d'entre elles contiennent jusqu'à 100 000 milliards d'étoiles chacune, soit 1000 fois plus que notre Voie lactée. Si ces étoiles sont majoritairement des naines rouges invisibles, alors le nombre total d'étoiles dans l'univers observable grimpe de manière vertigineuse, bien au-delà de nos estimations les plus généreuses. Mais les naines rouges ne sont pas les seules étoiles que nous sous-estimons. Entre les géantes bleues et les naines rouges existe toute une gamme d'étoiles de taille et de luminosité intermédiaire. Les naines jaunes, comme notre Soleil, représentent environ 7% de la population stellaire. Les naines oranges, légèrement plus petites et plus froides que le Soleil, comptent pour environ 12%. Et puis, il y a les étoiles variables, ces astres dont la luminosité fluctue de manière régulière ou erratique, parfois de façon si subtile qu'elles peuvent être confondues avec le bruit de fond des instruments. Chaque catégorie d'étoiles présente ses propres défis d'observation et de comptage. Les étoiles binaires, ces systèmes où deux étoiles orbitent l'une autour de l'autre, peuvent apparaître comme une seule source lumineuse depuis la Terre. On estime qu'environ la moitié de toutes les étoiles de type solaire font partie de systèmes binaires ou multiples. Cela signifie que pour chaque étoile que nous comptons, il pourrait y en avoir une autre, cachée dans l'éclat de sa compagne, invisible à nos instruments. Les étoiles très éloignées du plan galactique posent également problème. Notre Voie lactée n'est pas une structure uniforme. Elle possède un disque aplati où se concentre la majorité des étoiles, mais aussi un halo sphérique diffus qui s'étend bien au-delà des limites du disque. Ce halo contient des étoiles anciennes, souvent très faibles, dispersées sur un volume immense. Les compter avec précision est un cauchemar observationnel, car elles sont éparpillées si loin les unes des autres que chacune doit être détectée individuellement. Les méthodes que les astronomes utilisent pour estimer le nombre d'étoiles
varient considérablement en fonction de la distance à laquelle ils observent. Pour les étoiles proches, situées à moins de quelques centaines d'années-lumière, il est possible de les compter directement une par une en utilisant des catalogues stellaires comme celui établi par le satellite Gaia de l'Agence spatiale européenne. Gaia a cartographié les positions et les mouvements de près de 2 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Un exploit technique extraordinaire. Mais même ce nombre colossal ne représente qu'environ 1% des étoiles de la Voie lactée. Le reste est trop lointain ou trop faible pour être détecté individuellement. Pour les étoiles plus éloignées, les astronomes doivent recourir à des méthodes statistiques. Ils mesurent la luminosité totale d'une région du ciel et utilisent des modèles pour estimer combien d'étoiles de chaque type seraient nécessaires pour produire cette luminosité. Ces modèles reposent sur des hypothèses concernant la distribution des masses stellaires, la proportion de chaque type d'étoile et l'histoire de formation stellaire de la région observée. Chaque hypothèse introduit une marge d'erreur. Et lorsqu'on multiplie ces marges d'erreur par les distances colossales impliquées, les incertitudes deviennent astronomiques. Pour les galaxies lointaines, la situation est encore plus désespérée. Même les télescopes les plus puissants ne peuvent résoudre les étoiles individuelles dans une galaxie située à plusieurs centaines de millions d'années-lumière. Tout ce qu'ils voient est une tache floue de lumière, une empreinte lumineuse globale qu'ils doivent décomposer mathématiquement pour estimer le nombre d'étoiles qu'elle contient. Les erreurs potentielles dans ces estimations sont colossales, parfois d'un facteur de 10 ou plus. Et puis, il y a les galaxies que nous ne voyons tout simplement pas. Les galaxies naines ultra diffuses, découvertes seulement au cours de la dernière décennie, sont des structures stellaires si ténues, si étalées, si pauvres en étoiles brillantes qu'elles sont pratiquement invisibles, même avec nos meilleurs instruments. Elles se fondent dans le noir de l'espace, trahies seulement par de subtiles perturbations gravitationnelles ou de faibles émissions en lumière ultraviolette. Combien de ces galaxies fantômes existent dans l'univers ? Personne ne le sait. Chaque fois que les astronomes améliorent leur technique de détection, ils en découvrent de nouvelles, par dizaines, par centaines. Le télescope spatial, James Webb, lancé en décembre 2021, représente un bond technologique spectaculaire dans notre capacité à observer l'univers lointain. Ces instruments infrarouges peuvent détecter la lumière des étoiles les plus anciennes et les plus lointaines, celles dont la lumière a voyagé pendant plus de 13 milliards d'années avant d'atteindre ses capteurs. Les premières images transmises par Webb ont révélé des galaxies insoupçonnées, des structures stellaires qui existaient déjà alors que l'univers n'avait que quelques centaines de millions d'années. Chaque nouvelle image force les astronomes à réviser leurs estimations à la Olaus, mais même Webb a ses limites. Il ne peut observer qu'une infime fraction du ciel à la fois, et ses capacités, aussi impressionnantes soient-elles, ne sont pas infinies. Au-delà d'une certaine distance, même les galaxies les plus brillantes disparaissent dans le bruit de fond cosmique, leur lumière étirée et affaiblie par l'expansion de l'univers jusqu'à devenir indétectable. Nous savons que ces galaxies existent, que ces étoiles brillent quelque part dans les profondeurs de l'espace, mais nous ne pouvons pas les voir. Nous ne pouvons pas les compter. Nous ne pouvons que deviner leur présence. La poussière cosmique complique encore davantage la situation. Entre les étoiles, entre les galaxies, flottent d'immenses nuages de particules microscopiques, des grains de silicate, de graphite, de glace. Ces particules absorbent et diffusent la lumière stellaire, créant des zones d'ombre dans nos observations. Certaines régions de notre propre galaxie sont si obscurcies par la poussière que nous ne pouvons littéralement pas voir ce qui se trouve de l'autre côté. Le centre de la Voie lactée, où se trouve un trou noir supermassif de 4 millions de masses solaires, est presque invisible en lumière optique, caché derrière des nuages de poussière si denses qu'ils bloquent 99,9% de la lumière visible. Ces limitations observationnelles signifient que nos estimations du nombre d'étoiles sont, au mieux, des approximations grossières. Nous naviguons à l'aveugle dans un océan dont nous ne connaissons ni la profondeur ni l'étendue. Chaque nouvelle génération de télescopes repousse un peu les frontières de notre connaissance, mais révèle en même temps l'immensité de notre ignorance.
Les astronomes utilisent désormais le terme d'estimation d'ordre de grandeur lorsqu'ils parlent du nombre total d'étoiles dans l'univers observable. Ce terme technique signifie essentiellement qu'ils ne sont certains que de la puissance de 10 du résultat, pas du chiffre exact. Dire qu'il y a environ 10 puissance 24 étoiles dans l'univers observable signifie qu'il pourrait y en avoir 5 fois plus ou 5 fois moins, et que cela resterait dans la marge d'erreur acceptable. Nous parlons donc d'une incertitude de plusieurs centaines de sextillions d'étoiles, un nombre si grand qu'il perd tout sens pour l'esprit humain. Et la science n'a toujours pas de réponse définitive. Elle ne l'aura peut-être jamais. Car à mesure que nos instruments s'améliorent, ils révèlent non pas une image plus claire et plus simple de l'univers, mais une image toujours plus complexe, toujours plus riche, toujours plus peuplée. Chaque réponse engendre 10 nouvelles questions. Chaque mystère résolu en dévoile 100 autres. Nous vivons à une époque extraordinaire où l'humanité en sait plus sur l'univers que toutes les générations précédentes combinées. Et pourtant, cette connaissance ne fait que souligner l'étendue abyssale de ce que nous ignorons encore. Le nombre d'étoiles reste l'un de ces mystères fondamentaux qui résistent à notre compréhension. Un rappel constant de notre petitesse face à l'immensité cosmique. La science a fait des progrès remarquables. Elle a développé des outils d'une sophistication stupéfiante. Elle a envoyé des sondes aux confins du système solaire et des télescopes au-delà de l'atmosphère terrestre. Elle a percé les secrets de l'atome et déchiffré le langage des gènes. Mais face à la question apparemment simple du nombre d'étoiles dans l'univers, elle doit admettre son impuissance. Nous ne savons pas. Nous ne pouvons pas savoir. Et peut-être ne saurons-nous jamais. Cette humilité scientifique, loin d'être une faiblesse, est en réalité une force. Elle nous rappelle que l'univers est plus grand, plus mystérieux, plus merveilleux que tout ce que nous pouvions imaginer. Elle nous invite à continuer d'explorer, de questionner, de chercher. Car c'est dans cette quête sans fin que réside la véritable grandeur de l'aventure humaine. Le ciel nocturne qui brillait au-dessus de nos ancêtres brille toujours au-dessus de nous, inchangé et éternel. Mais notre regard sur ce ciel a fondamentalement changé. Nous ne voyons plus simplement des points de lumière éparpillés sur une voûte noire. Nous voyons les signes d'un univers d'une richesse inouïe, peuplé de soleils innombrables, de mondes sans nombre, de possibilités infinies. Et cette vision, aussi vertigineuse soit-elle, nous appelle à poursuivre notre exploration des profondeurs stellaires. Les chiffres abstraits et les statistiques cosmiques prennent une dimension entièrement nouvelle lorsqu'on examine des cas concrets, des régions spécifiques de l'univers où la densité stellaire atteint des niveaux qui dépassent l'entendement, car le nombre d'étoiles n'est pas uniformément réparti dans le cosmos. Il existe des zones où les étoiles s'agglutinent en concentration si dense que l'espace entre elles devient presque inexistant, et d'autres zones où le vide règne sur des millions d'années-lumière sans qu'un seul soleil ne vienne briser l'obscurité. L'un des exemples les plus spectaculaires de concentration stellaire se trouve au cœur même de notre galaxie. La région centrale de la Voie lactée, située à environ 26 000 années-lumière de notre position, abrite une densité d'étoiles qui défie l'imagination. Dans un volume d'espace équivalent à celui qui sépare le Soleil de son étoile voisine la plus proche, le centre galactique contient non pas une ou deux étoiles, mais des milliers. Des milliers de soleils entassés dans un espace si restreint que leurs influences gravitationnelles s'entremêlent dans une danse chaotique permanente. Les astronomes ont pu observer cette région en utilisant des instruments capables de percer le voile de poussière qui la dissimule au télescope optique traditionnel. Les observations en infrarouge et en ondes radio ont révélé un environnement stellaire d'une violence inouïe. Des étoiles massives naissent et meurent à un rythme accéléré, comprimé par la gravité intense qui règne près du trou noir central. Des nuages de gaz surchauffés tourbillonnent à des vitesses vertigineuses, alimentant la formation de nouvelles étoiles, tout en étant simultanément déchirés par les forces de marée du monstre gravitationnel qui sommeille au centre. L'amas stellaire connu sous le nom d'Arche, situé à seulement une centaine d'années-lumière du centre galactique, illustre parfaitement cette densité extrême. Cet amas contient environ 150 étoiles parmi les plus massives connues, toutes concentrées dans une région d'à peine une année-lumière de diamètre.
Pour mettre cette échelle en perspective, imagine que 150 soleils géants, chacun plusieurs dizaines de fois plus massifs que notre propre étoile, soient compressés dans l'espace qui nous sépare de Proxima Centauri. La luminosité combinée de cet amas est si intense qu'elle équivaut à celle de 10 millions de soleils. Non loin de là, l'amas du quintuplet présente des caractéristiques encore plus extraordinaires. Il abrite l'une des étoiles les plus lumineuses jamais découvertes, connue sous le nom d'étoile pistolet. Cette étoile titanesque rayonne avec une puissance équivalente à 10 millions de soleils, éjectant dans l'espace des quantités phénoménales de matière à chaque instant. Sa durée de vie sera brève à l'échelle cosmique, quelques millions d'années tout au plus, avant qu'elle n'explose en une supernova qui illuminera le centre de la galaxie d'un éclat momentané. Mais le centre de notre galaxie n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. D'autres régions de l'univers présentent des concentrations stellaires encore plus extrêmes. Les amas globulaires, ces sphères d'étoiles anciennes qui orbitent autour des galaxies comme des satellites silencieux, contiennent parfois des millions d'étoiles dans un volume relativement restreint. Oméga Centauri, le plus grand amas globulaire de notre galaxie, renferme environ 10 millions d'étoiles dans une sphère d'environ 150 années-lumière de diamètre. Ces étoiles sont parmi les plus anciennes de l'univers, formées il y a plus de 12 milliards d'années, témoins silencieux des premières époques cosmiques. Si tu pouvais te téléporter au centre d'un amas globulaire et lever les yeux vers le ciel, tu verrais un spectacle d'une beauté à couper le souffle. Le ciel nocturne ne serait pas parsemé de quelques milliers d'étoiles visibles comme depuis la Terre. Il serait littéralement saturé de lumière stellaire, des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers d'étoiles brillant simultanément dans toutes les directions. La nuit n'existerait pratiquement pas, car la lumière combinée de toutes ces étoiles proches créerait une luminosité ambiante permanente, un crépuscule éternel baigné d'une lueur dorée. À l'opposé de ces régions surpeuplées, existent les grands vides cosmiques, des espaces où le nombre d'étoiles chute de manière vertigineuse. Le vide du Bouvier, découvert en 1981, est l'une de ces structures les plus impressionnantes. Cette région de l'espace, située à environ 700 millions d'années-lumière de la Terre, s'étend sur environ 330 millions d'années-lumière de diamètre. Et elle est pratiquement vide. Là où l'on devrait trouver des milliers de galaxies, chacune contenant des milliards d'étoiles, on ne compte qu'une soixantaine de galaxies dispersées. Le contraste avec les régions densément peuplées est saisissant. Ces vides cosmiques posent des questions fascinantes sur la distribution des étoiles à grande échelle. Comment des régions aussi vastes peuvent-elles être aussi dépourvues de matière lumineuse, alors que d'autres débordent littéralement d'étoiles? La réponse réside dans la structure à grande échelle de l'univers. Cette toile cosmique de filaments et de nœuds où les galaxies s'alignent le long de structures gigantesques, séparées par d'immenses bulles de vide. Les étoiles ne sont pas réparties uniformément dans l'espace. Elles suivent les contours de cette architecture invisible, sculptée par la gravité depuis les premiers instants suivant le Big Bang. Les observations du télescope spatial Planck ont permis de cartographier cette structure avec une précision sans précédent. Les données révèlent un univers organisé en une hiérarchie complexe de structures imbriquées. Les étoiles forment des systèmes planétaires qui s'assemblent en amas ouverts, qui constituent les galaxies, qui se regroupent en groupes locaux, qui fusionnent en superamas, qui s'alignent le long des filaments de la toile cosmique. À chaque niveau de cette hiérarchie, le nombre d'étoiles concernées augmente de manière exponentielle. Le superamas Laniakea, dont notre Voie lactée fait partie, s'étend sur environ 500 millions d'années-lumière et contient environ 100 000 galaxies. Chacune de ces galaxies abrite des milliards, parfois des milliers de milliards d'étoiles. Le nombre total d'étoiles dans l'Aniakea dépasse tout ce que l'esprit humain peut véritablement concevoir. Et l'Aniakea n'est qu'un superamas parmi des millions d'autres dans l'univers observable. Les relevés astronomiques récents ont tenté de cartographier la distribution tridimensionnelle des galaxies dans notre voisinage cosmique. Le Sloan Digital Sky Survey, l'un des projets cartographiques les plus ambitieux jamais entrepris, a mesuré les positions et les distances de millions de galaxies sur une portion significative du ciel. Les cartes qui en résultent ressemblent à une éponge cosmique, avec des filaments denses de galaxies entourant des cavités pratiquement vides.
Chaque point sur ces cartes représente une galaxie entière, elle-même composée de milliards d'étoiles. L'échelle est si vaste que notre galaxie tout entière serait invisible, un point imperceptible perdu dans l'immensité. Ces observations ont également révélé des structures encore plus grandes que les superamas. Le grand mur de Sloan, découvert en 2003, est un filament de galaxies qui s'étend sur environ 1,3 milliard d'années-lumière. Le grand mur d'Hercule couronne boréale, identifié en 2013, est encore plus colossal, s'étirant sur environ 10 milliards d'années-lumière, ce qui en fait la plus grande structure connue de l'univers. Ces murs cosmiques contiennent des quantités d'étoiles qui défient toute quantification précise, des nombres si astronomiques qu'ils perdent toute signification intuitive. Mais la distribution des étoiles présente une autre caractéristique troublante qui amplifie encore notre sous-estimation de leur nombre. Les étoiles ne restent pas isolées, elles interagissent, fusionnent, se cannibalisent mutuellement dans une violence permanente que la sérénité apparente du ciel nocturne dissimule parfaitement. Les étoiles binaires, ces couples stellaires liés par la gravité, représentent une fraction significative de la population stellaire. Mais certaines configurations binaires sont si serrées que les deux étoiles partagent littéralement leur atmosphère, échangeant de la matière dans un flot continu qui modifie leur évolution et leur destin. Ces systèmes, appelés binaires en contact, peuvent éventuellement fusionner pour former une seule étoile plus massive, brouillant ainsi les statistiques stellaires. Là où il y avait deux étoiles, il n'en reste plus qu'une. Mais cette étoile unique porte en elle l'héritage de ses deux progéniteurs. Une chimère cosmique née de la fusion violente de deux soleils. Et cette violence n'est que le prélude d'événements bien plus cataclysmiques, car les étoiles ne sont pas les objets paisibles et éternels qu'elles semblent être lorsqu'on les contemple depuis notre perspective terrestre. Elles sont des bombes thermonucléaires en équilibre précaire, maintenues temporairement en vie par un équilibre délicat entre la gravité qui cherche à les comprimer et la pression de radiation qui cherche à les disperser. Cet équilibre est dynamique, instable, perpétuellement menacé par les processus internes qui agitent les entrailles stellaires. Notre propre Soleil, cette étoile si familière qui rythme nos jours et nos saisons, est un exemple parfait de cette violence contenue. Chaque seconde, le Soleil convertit environ 620 millions de tonnes d'hydrogène en hélium par fusion nucléaire. Dans ce processus, environ 4 millions de tonnes de matière sont transformées en pure énergie, conformément à la célèbre équation d'Einstein. Cette énergie équivaut à l'explosion simultanée de milliards de bombes nucléaires, libérées en continu depuis près de 5 milliards d'années, et qui continuera pendant encore 5 milliards d'années. Mais le Soleil n'est qu'une étoile modeste, une naine jaune tranquille, dans un univers peuplé de monstres bien plus terrifiants. Les étoiles de type O, les plus massives et les plus chaudes connues, brûlent leur combustible à un rythme qui ferait paraître le Soleil léthargique. Une étoile de 50 masses solaires consomme son hydrogène des millions de fois plus vite que le Soleil, brillant avec une intensité aveuglante qui peut ioniser le gaz environnant sur des dizaines d'années-lumière. Ces étoiles créent autour d'elles des régions HII, des bulles de gaz incandescents qui brillent d'une lumière caractéristique, visible depuis des galaxies lointaines. La nébuleuse de la Tarentule, située dans le grand nuage de Magellan à environ 160 000 années-lumière de la Terre, est l'une de ces régions de formation stellaire les plus intenses de notre voisinage galactique. En son cœur se trouve l'amas RS-136, un groupe d'étoiles si massives et si lumineuses que si elles étaient situées à la distance du centre de la Voie lactée, elles projetteraient des ombres visibles sur Terre. L'étoile R136A1, la plus massive de l'amas, contient environ 215 fois la masse du Soleil et brille avec une luminosité de près de 9 millions de soleils. Elle perd de la masse à un rythme effréné, éjectant dans l'espace l'équivalent de la masse terrestre toutes les quelques années sous forme de vents stellaires violents. Ces étoiles titanesques sont les usines chimiques de l'univers. C'est dans leur cœur brûlant que se forment les éléments lourds qui composent tout ce que nous connaissons. Le carbone de nos cellules, l'oxygène que nous respirons, le fer de notre sang, le calcium de nos os. Tous ces éléments ont été forgés dans les entrailles d'étoiles massives
qui ont explosé bien avant la naissance de notre système solaire. Nous sommes littéralement faits de poussière d'étoiles, les cendres de soleils morts depuis des milliards d'années. Mais cette alchimie cosmique a un prix terrible. Les étoiles massives ne peuvent pas brûler éternellement. Elles sont condamnées dès leur naissance à une mort violente, une fin cataclysmique qui libérera dans l'espace toute l'énergie qu'elles ont accumulée pendant leur brève existence. Cette mort porte un nom qui résonne dans l'histoire de l'astronomie comme un avertissement, supernova. Les supernovas sont parmi les événements les plus violents de l'univers. Pendant quelques semaines, une seule étoile en train de mourir peut éclipser la lumière combinée de toutes les autres étoiles de sa galaxie. L'énergie libérée en quelques secondes lors de l'effondrement du cœur stellaire dépasse ce que le Soleil produira pendant toute sa durée de vie de 10 milliards d'années. Les ondes de choc qui se propagent depuis le site de l'explosion peuvent voyager à des dizaines de milliers de kilomètres par seconde, balayant tout sur leur passage. L'histoire humaine a été témoin de plusieurs de ces événements cataclysmiques. En 1054, des astronomes chinois ont enregistré l'apparition soudaine d'une étoile invitée dans la constellation du Taureau. Cette étoile était si brillante qu'elle était visible en plein jour pendant plusieurs semaines. Elle brillait avec une telle intensité qu'elle projetait des ombres la nuit, rivalisant avec la lumière de la Lune. Puis, progressivement, elle s'est évanouie, laissant derrière elle un nuage de gaz en expansion que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de nébuleuse du Crabe. Au centre de cette nébuleuse pulse un cadavre stellaire, un pulsar qui tourne sur lui-même 30 fois par seconde, émettant des faisceaux de radiation comme un phare cosmique fou. En 1604, une autre supernova a illuminé le ciel européen. Observée par Johannes Kepler, cette étoile nouvelle a atteint une magnitude apparente de -2,5, plus brillante que n'importe quelle étoile du ciel nocturne, plus brillante même que la planète Jupiter. Kepler a consacré des semaines à observer et à mesurer cette étoile, documentant sa lente disparition dans l'un des premiers récits scientifiques détaillés d'une supernova. Le rémanent de cette explosion est encore visible aujourd'hui avec les télescopes modernes. Une coquille de gaz en expansion qui continue de s'élargir à des milliers de kilomètres par seconde, 4 siècles après l'événement initial. Mais ces supernovas historiques, aussi spectaculaires qu'elles aient été pour nos ancêtres, n'étaient que des événements relativement modestes à l'échelle cosmique. Elles se sont produites dans notre propre galaxie, à des distances de quelques milliers d'années-lumière. Les supernovas les plus puissantes, celles qui se produisent dans les galaxies lointaines, libèrent des quantités d'énergie qui défient toute comparaison terrestre. La supernova SN 2006J1, observée dans la galaxie NGC 1260, à environ 240 millions d'années-lumière de la Terre, a été l'une des plus lumineuses jamais enregistrées. À son apogée, elle brillait avec une luminosité 100 fois supérieure à celle d'une supernova typique, rayonnant plus d'énergie en quelques semaines que le Soleil n'en produira pendant toute son existence. Les astronomes ont d'abord eu du mal à expliquer un tel déchaînement d'énergie. Les modèles standards de supernova ne pouvaient pas rendre compte d'une telle puissance. L'explication proposée est terrifiante. Certaines étoiles extrêmement massives, peut-être 150 fois ou plus la masse du Soleil, peuvent ne pas mourir d'une manière entièrement différente des supernovas classiques. Dans ces hypernovas, ou supernovas par instabilité de paire, le cœur de l'étoile devient si chaud que les photons de haute énergie se transforment spontanément en paires de particules matière-antimatière. Ce processus réduit la pression de radiation qui soutenait l'étoile contre la gravité. L'étoile entière s'effondre alors de manière catastrophique, libérant une énergie colossale dans une explosion qui peut être vue à travers l'univers. Ces événements extrêmes sont rares, mais dans un univers contenant des trillions d'étoiles, même les événements rares se produisent constamment quelque part. À chaque instant, des centaines de supernovas explosent dans l'univers observable. Des centaines d'étoiles meurent à chaque seconde, libérant leur énergie accumulée dans des cataclysmes qui stériliseraient instantanément tout système planétaire situé à proximité. Cette violence permanente est invisible depuis la Terre. Nous ne voyons que le calme apparent du ciel nocturne, les points lumineux fixes qui brillent avec une régularité rassurante. Mais cette apparence de stabilité est une illusion créée
par les distances colossales qui nous séparent de la plupart des étoiles. Nous observons un univers en mouvement perpétuel, en destruction constante, à travers le filtre déformant du temps et de l'espace. Là-haut, lumière qui nous parvient des étoiles lointaines a voyagé pendant des milliers, des millions, des milliards d'années. Les étoiles que nous voyons briller ce soir n'existent peut-être plus. Elles ont peut-être explosé il y a des millénaires, et la nouvelle de leur mort voyage encore vers nous à la vitesse de la lumière. Cette réalité transforme notre perception du nombre d'étoiles. Les chiffres que nous avons évoqués ne sont pas des instantanés statiques. Ils représentent une moyenne dynamique, un équilibre fluctuant entre les étoiles qui naissent et les étoiles qui meurent. Le nombre d'étoiles dans l'univers change à chaque fraction de seconde. De nouvelles étoiles s'allument dans les nuages moléculaires géants, tandis que d'anciennes étoiles s'éteignent dans des explosions cataclysmiques ou des morts plus douces. L'univers est un organisme vivant, respirant, en perpétuelle transformation. Et cette transformation n'est pas seulement violente dans sa dimension énergétique. Elle est également violente dans ses implications pour tout ce qui pourrait exister autour des étoiles concernées. Car les étoiles ne sont pas isolées dans le vide. Elles sont souvent accompagnées de cortèges planétaires, de lunes, d'astéroïdes, de comètes. Et lorsqu'une étoile meurt violemment, tout ce qui l'entoure est condamné. Les systèmes planétaires situés à proximité d'une supernova sont instantanément stérilisés par le flux de radiation qui s'abat sur eux. Les rayons gamma et les rayons X émis lors de l'explosion peuvent détruire la couche d'ozone d'une planète située à des dizaines d'années-lumière, exposant sa surface au rayonnement ultraviolet mortel de son propre Soleil. Les particules de haute énergie accélérées par l'onde de choc peuvent bombarder les planètes pendant des siècles, induisant des mutations génétiques massives dans toute forme de vie qui aurait survécu à l'assaut initial. Certains scientifiques ont suggéré que des extinctions massives dans l'histoire de la Terre pourraient avoir été déclenchées par des supernovas relativement proches. L'extinction de l'Ordovicien, il y a environ 440 millions d'années, qui a éliminé près de 85% des espèces marines, coïncide avec des indices géologiques suggérant un bombardement cosmique intense. Des traces d'isotopes radioactifs rares, produits uniquement dans les explosions stellaires, ont été découvertes dans des sédiments marins datant de cette époque. La violence des étoiles n'est donc pas simplement un spectacle lointain et abstrait. Elle a façonné l'histoire de la vie sur Terre et elle continue de représenter une menace silencieuse pour notre avenir. Nous vivons dans un univers peuplé de bombes thermonucléaires géantes et certaines de ces bombes pourraient exploser suffisamment près de nous pour affecter notre planète. Cette perspective donne une dimension entièrement nouvelle à la question du nombre d'étoiles. Chaque étoile supplémentaire que nous ajoutons à nos estimations représente une source potentielle de destruction, un mécanisme capable de stériliser des mondes entiers. L'immensité du nombre d'étoiles, loin d'être simplement une curiosité scientifique fascinante, devient ainsi un paramètre crucial dans l'équation de notre survie cosmique. Plus il y a d'étoiles, plus il y a de supernovas potentielles. Plus il y a de supernovas potentielles, plus le risque qu'une explosion se produise suffisamment près de la Terre pour nous affecter augmente. Les statistiques qui semblaient si abstraites prennent soudainement une dimension personnelle, existentielle. Et les supernovas ne sont que le début des processus destructeurs qui se cachent dans l'immensité stellaire. D'autres phénomènes, encore plus violents et plus mystérieux, attendent d'être explorés dans les profondeurs du cosmos. Des phénomènes qui font paraître les supernovas presque modestes en comparaison. Au-delà des supernovas, l'univers dissimule des phénomènes d'une violence si extrême que même les astrophysiciens les plus expérimentés ont du mal à en concevoir la puissance réelle. Ces événements cataclysmiques se produisent à chaque instant quelque part dans le cosmos, libérant des quantités d'énergie qui réduisent les supernovas au rang de simples feux d'artifice cosmiques. Et le nombre vertigineux d'étoiles dans l'univers garantit que ces phénomènes terrifiants se produisent bien plus fréquemment qu'on ne le pensait autrefois. Les sursauts gamma représentent sans doute les explosions les plus puissantes de l'univers depuis le Big Bang lui-même. Ces flashs brefs mais intenses de rayonnement gamma ont été découverts par accident pendant la guerre froide. En 1967, les satellites américains Vela, conçus pour détecter les essais nucléaires soviétiques dans l'espace,
ont capté des signaux étranges qui ne correspondaient à aucun test atomique connu. Ces signaux venaient de l'espace profond, bien au-delà de notre système solaire. Les militaires américains ont gardé cette découverte secrète pendant 6 ans avant de la révéler à la communauté scientifique en 1973. Ce qui a suivi a été des décennies de mystères et de spéculations. D'où venaient ces sursauts gamma? Quelle énergie colossale pouvait produire de tels flashs de radiation? Les théories se sont multipliées, certaines évoquant des collisions d'étoiles à neutrons, d'autres suggérant l'effondrement d'étoiles supermassives, d'autres encore proposant des explications encore plus exotiques impliquant des trous noirs ou des phénomènes encore inconnus de la physique. La réponse est venue progressivement, au fil des observations toujours plus précises. Nous savons maintenant qu'il existe 2 types principaux de sursauts gamma. Les sursauts longs, durant plus de 2 secondes, sont généralement associés à la mort d'étoiles extrêmement massives. Lorsqu'une étoile de plus de 25 masses solaires s'effondre à la fin de sa vie, son cœur peut se comprimer si violemment qu'il forme directement un trou noir. Dans ce processus, 2 jets de matière et de radiation sont éjectés à des vitesses proches de celles de la lumière, perpendiculairement au disque de matière qui tourbillonne autour du trou noir naissant. Si l'un de ces jets pointe directement vers la Terre, nous observons un sursaut gamma d'une intensité terrifiante. Les sursauts courts, durant moins de 2 secondes, ont une origine différente, mais tout aussi violente. Ils se produisent lorsque 2 étoiles à neutrons, ces cadavres stellaires ultra-denses laissés par d'anciennes supernovas, finissent par rentrer en collision après avoir spiralé l'une vers l'autre pendant des millions ou des milliards d'années. La fusion de ces 2 objets, chacun contenant plus de masse que le Soleil, comprimé dans une sphère de seulement une vingtaine de kilomètres de diamètre, libère une énergie stupéfiante en une fraction de seconde. Le 17 août 2017, les détecteurs d'ondes gravitationnelles LIGO et Virgo ont capté les ondulations de l'espace-temps produites par une telle collision, désignée GW50817. Quelques secondes plus tard, les satellites gamma ont détecté un sursaut court provenant de la même direction. Pour la première fois dans l'histoire, les astronomes avaient observé le même événement cosmique à travers 2 messagers complètement différents, les ondes gravitationnelles et les rayons gamma. Cette observation a confirmé que les collisions d'étoiles à neutrons produisent effectivement des sursauts gamma courts, résolvant un mystère vieux de plusieurs décennies. Mais l'aspect le plus terrifiant des sursauts gamma réside dans l'énergie qu'ils libèrent. Un sursaut gamma typique émet en quelques secondes plus d'énergie que le Soleil n'en produira pendant toute son existence de 10 milliards d'années. Et cette énergie n'est pas émise uniformément dans toutes les directions. Elle est concentrée dans des jets étroits, ce qui signifie que la luminosité apparente depuis notre point de vue peut être des milliards de fois supérieure à celle d'une supernova ordinaire. Le 9 avril 2008, les astronomes ont été témoins d'un sursaut gamma extraordinaire désigné GRB 0,319b. Ce sursaut, provenant d'une galaxie située à 7,5 milliards d'années-lumière de la Terre, a été si intense qu'il était brièvement visible à l'œil nu. Pendant une trentaine de secondes, si tu avais su exactement où regarder dans le ciel, tu aurais pu voir la lumière d'une explosion qui s'était produite quand l'univers n'avait que la moitié de son âge actuel. La lumière de cet événement avait voyagé pendant plus de 7 milliards d'années avant, d'atteindre les rétines des rares observateurs humains qui avaient eu la chance de regarder au bon endroit au bon moment. Cette visibilité à l'œil nu depuis une telle distance donne une idée de la puissance réelle de ces événements. Si un sursaut gamma équivalent se produisait à seulement quelques milliers d'années-lumière de la Terre, les conséquences seraient apocalyptiques. Le flux de rayons gamma qui frapperait notre atmosphère déclencherait des réactions chimiques massives, détruisant la couche d'ozone en quelques secondes. La surface de la Terre serait alors exposée à l'intégralité du rayonnement ultraviolet solaire, stérilisant les océans de surface et tuant la majorité des formes de vie terrestre. L'azote atmosphérique serait converti en dioxyde d'azote, créant un smog brun toxique qui bloquerait partiellement la lumière solaire pendant des années, déclenchant un hiver nucléaire global. Certains scientifiques ont proposé que l'extinction de l'ordovicien silurien,
il y a 443 millions d'années, pourrait avoir été causée par un sursaut gamma relativement proche. Cette extinction, l'une des 5 grandes extinctions massives de l'histoire de la Terre, a éliminé environ 85% de toutes les espèces marines. Les modèles informatiques montrent qu'un sursaut gamma, situé à moins de 6000 années-lumière, aurait pu produire exactement ce type de dévastation. Et compte tenu du nombre immense d'étoiles dans notre galaxie, la probabilité qu'un tel événement se soit produit au moins une fois au cours des derniers 500 millions d'années est loin d'être négligeable. La question qui hante les astrophysiciens est simple et terrifiante. Quand le prochain sursaut gamma dangereux pour la Terre se produira-t-il ? La réponse honnête est que nous n'en savons rien. Les sursauts gamma sont imprévisibles. Nous ne pouvons pas les voir venir. Le premier avertissement serait le flash lui-même, et à ce moment-là, il serait déjà trop tard pour faire quoi que ce soit. Heureusement, la plupart des sursauts gamma se produisent dans des galaxies lointaines, à des milliards d'années-lumière de nous. Mais dans un univers contenant des trillions d'étoiles, dont une fraction significative sont suffisamment massives pour produire des sursauts gamma lorsqu'elles meurent, la question n'est pas de savoir si un sursaut gamma dangereux se produira près de la Terre, mais quand. Les estimations varient considérablement, allant de quelques millions d'années à quelques centaines de millions d'années. À l'échelle géologique, c'est demain. À l'échelle humaine, cela semble confortablement lointain. Mais cette apparence de confort repose sur des probabilités que nous maîtrisons encore très mal. Et les sursauts gamma ne sont pas les seuls phénomènes stellaires capables de menacer la vie à distance. Les magnétars, ces étoiles à neutrons, dotées de champs magnétiques extraordinairement puissants, représentent une autre catégorie de menaces cosmiques. Le champ magnétique d'un magnétar typique est environ 1000 milliards de fois plus puissant que celui de la Terre. Ce champ est si intense qu'il pourrait effacer une carte de crédit à une distance équivalente à la moitié de celle séparant la Terre de la Lune. À la surface du magnétar lui-même, la force magnétique est suffisante pour déformer les atomes, les étirant en forme allongée impossible dans des conditions terrestres normales. Les magnétars sont instables. Leur croûte cristalline, composée de noyaux atomiques organisés en réseau, est soumise à des contraintes magnétiques colossales. Parfois, cette croûte se fracture dans ce qu'on appelle un séisme stellaire. L'énergie libérée lors de ces événements est prodigieuse. Le 27 décembre 2004, le magnétar SGR 1806-20, situé à environ 50 000 années-lumière de la Terre, de l'autre côté de la galaxie, a subi un tel séisme. Le flash de rayons gamma qui en a résulté a été si intense qu'il a brièvement ionisé une partie de l'atmosphère terrestre supérieure, affectant les communications radio sur notre planète. Et ce magnétar se trouve à 50 000 années-lumière de distance. Imagine ce qui se passerait si un magnétar situé à seulement quelques dizaines d'années-lumière subissait un séisme similaire. Les calculs suggèrent qu'il existe environ une vingtaine de magnétars connus dans notre galaxie, mais ce nombre est certainement une sous-estimation massive. Les magnétars ne sont détectables que lorsqu'ils sont actifs, émettant des sursauts de radiation qui trahissent leur présence. La plupart du temps, ils demeurent silencieux et invisibles, des bombes à retardement magnétique dispersées à travers la Voie lactée. Le nombre total de magnétars dans notre galaxie pourrait se compter en milliers, peut-être en dizaines de milliers. Et dans l'univers entier, avec ses trillions de galaxies, leur nombre atteint des quantités qui défient l'imagination. Mais les menaces stellaires ne se limitent pas aux explosions et aux sursauts de radiation. La gravité elle-même peut devenir une arme de destruction massive à l'échelle cosmique. Les trous noirs stellaires, ces cadavres d'étoiles massives dont la gravité est si intense que même la lumière ne peut s'en échapper, représentent une forme de danger entièrement différente. Un trou noir stellaire errant pourrait théoriquement passer suffisamment près de notre système solaire pour perturber les orbites des planètes. Les simulations informatiques montrent qu'un trou noir de 10 masses de solaire passant à environ une année-lumière du Soleil pourrait déstabiliser les orbites des planètes extérieures, envoyant Neptune ou Uranus sur des trajectoires chaotiques. Ces perturbations pourraient à leur tour affecter les planètes intérieures, modifiant leurs orbites de manière imprévisible au fil des millions d'années. Et
combien de trous noirs stellaires errent dans notre galaxie? Les estimations récentes sont troublantes. Selon les modèles, la Voie lactée pourrait contenir entre 100 millions et 1 milliard de trous noirs stellaires. Les restes compacts d'étoiles massives qui ont explosé en supernova au cours des 13 milliards d'années d'histoire galactique. Ces objets sont pratiquement invisibles. Ils n'émettent aucune lumière. Ils ne peuvent être détectés que lorsqu'ils interagissent avec de la matière environnante, capturant du gaz qui s'échauffe et brille avant de disparaître au-delà de l'horizon des événements. La grande majorité de ces trous noirs errent silencieusement dans le vide interstellaire, attendant peut-être de croiser le chemin d'un système planétaire inconscient de son approche. Les collisions galactiques représentent une autre source de violence cosmique directement liée au nombre astronomique d'étoiles. Notre propre Voie lactée est en cours de collision avec plusieurs galaxies naines plus petites, absorbant progressivement leurs étoiles dans un processus de cannibalisme galactique qui dure depuis des milliards d'années. Les traînées stellaires laissées par ces galaxies déchiquetées sont visibles dans les relevés astronomiques, témoins silencieux de fusions passées. Mais le grand événement attend encore dans le futur. Dans environ 4,5 milliards d'années, notre galaxie entrera en collision avec la galaxie d'Andromède, notre voisine géante située à 2,5 millions d'années-lumière. Cette fusion sera un événement d'une ampleur colossale. Deux systèmes contenant chacun des centaines de milliards d'étoiles vont s'interpénétrer, leurs structures gravitationnelles respectives se déformant, se mêlant, créant de nouvelles configurations stellaires impossibles à prédire avec précision. Contrairement à ce qu'on pourrait intuitivement penser, les collisions directes entre étoiles individuelles seront extrêmement rares lors de cette fusion. L'espace entre les étoiles est si vaste que deux galaxies peuvent littéralement passer l'une à travers l'autre sans que presque aucune étoile ne touche une autre. Mais les perturbations gravitationnelles seront considérables. Des étoiles seront éjectées de leur galaxie d'origine, projetées dans l'espace intergalactique à des vitesses de plusieurs centaines de kilomètres par seconde. Des nuages de gaz seront comprimés, déclenchant des vagues de formation stellaire qui illumineront la nouvelle galaxie fusionnée de millions de nouvelles étoiles bleues et chaudes. Notre propre système solaire sera emporté dans cette danse gravitationnelle. Les simulations suggèrent que nous pourrions être éjectés vers les régions extérieures de la nouvelle galaxie, peut-être même catapultés dans l'espace intergalactique. Ou bien nous pourrions être attirés vers le centre, plus près des régions denses où les interactions stellaires sont plus fréquentes et plus dangereuses. Le destin de notre petit coin de l'univers est lié au mouvement de milliards d'autres étoiles. Un réseau d'influences gravitationnelles si complexe que même nos ordinateurs les plus puissants ne peuvent en calculer l'évolution précise. Les simulations de cette future collision, réalisées par des équipes internationales de chercheurs, produisent des visualisations à couper le souffle. On y voit les deux spirales majestueuses des galaxies s'approcher lentement, puis s'étirer, se déformer, s'enlacer dans une danse gravitationnelle qui dure des centaines de millions d'années. Des bras spiraux sont arrachés, projetés dans le vide comme des rubans cosmiques. Des noyaux galactiques fusionnent, leurs trous noirs supermassifs respectifs finissant par se rencontrer et s'unir dans un événement qui libérera des ondes gravitationnelles détectables à travers l'univers entier. Mais nous n'avons pas besoin d'attendre des milliards d'années pour observer de telles fusions. Elles se produisent en ce moment même à travers l'univers observable. Le télescope spatial Hubble a capturé des images spectaculaires de galaxies en collision, leur forme déformée témoignant de la violence des forces en jeu. Les antennes, une paire de galaxies en collision situées à environ 45 millions d'années-lumière de la Terre, montrent deux noyaux galactiques sur le point de fusionner, entourés de longs filaments d'étoiles éjectés par les forces de marée. Les souris, un autre système en collision à environ 300 millions d'années-lumière, présentent de longues queues de marée composées de milliards d'étoiles arrachées à leur galaxie d'origine. Chacune de ces collisions implique des centaines de milliards d'étoiles. Chacune avec son propre cortège potentiel de planètes, de lunes, peut-être même de formes de vie. Et ces collisions ne sont pas rares. Elles constituent le mode normal de croissance des galaxies dans l'univers. Les grandes galaxies que nous observons aujourd'hui sont le résultat de fusions successives de galaxies plus petites.
Un processus d'assemblage hiérarchique qui a commencé peu après le Big Bang et qui continue encore aujourd'hui. Les quasars, ces phares thalocosmiques d'une luminosité inégalée, sont alimentés par les trous noirs supermassifs au centre des galaxies. Des monstres gravitationnels contenant des millions ou des milliards de masses solaires. Lorsqu'une galaxie fusionne avec une autre, le gaz perturbé peut tomber vers le trou noir central, formant un disque d'accrétion surchauffé à des millions de degrés. Ce disque brille avec une intensité qui peut dépasser celle de toutes les étoiles de la galaxie haute combinée. Un seul quasar peut être visible depuis l'autre bout de l'univers observable, un phare solitaire marquant l'emplacement d'un festin gravitationnel colossal. Le quasar le plus lumineux connu, désigné J043947, brille avec l'éclat de 600 000 milliards de soleils. Son trou noir central engloutit l'équivalent de 41 soleils chaque année. Une gloutonnerie cosmique qui le nourrit depuis des centaines de millions d'années. L'énergie libérée par ce processus d'accrétion est suffisante pour stériliser toute forme de vie dans un rayon de milliers d'années-lumière autour du noyau galactique. Les planètes situées trop près de ce monstre sont baignées en permanence dans un flux de radiation qui rendrait toute vie organique impossible. Et ces quasars ne sont pas des phénomènes exceptionnels. Dans l'univers jeune, quand les galaxies fusionnaient si plus fréquemment et que les trous noirs centraux étaient plus actifs, les quasars étaient omniprésents. Les observations des régions les plus lointaines de l'univers, correspondant à des époques où le cosmos n'avait que quelques milliards d'années, révèlent un ciel parsemé de ces phares de violet. L'univers était alors un endroit bien plus dangereux qu'aujourd'hui. Un environnement où la formation de vie complexe aurait été constamment menacée par le rayonnement intense des noyaux galactiques actifs. Cette violence cosmique permanente pose une question troublante concernant le nombre d'étoiles et les possibilités de vie qu'elles représentent. Car si l'immensité du nombre d'étoiles suggère une abondance de possibilités pour l'émergence de la vie, la violence omniprésente de l'univers suggère que ces possibilités sont constamment menacées, constamment détruites, constamment remises à zéro par des cataclysmes qui dépassent notre imagination. Combien de civilisations ont peut-être émergé autour des trillions d'étoiles de l'univers pour être anéanties par un sursaut gamma, un séisme de magnétar, une collision galactique? Combien de biosphères prometteuses ont été stérilisées avant d'avoir eu le temps de développer une intelligence? Combien de planètes bleues comme la nôtre ont été transformées en déserts irradiés par la mort violente de leur étoile voisine? Ces questions n'ont pas de réponse. Elles constituent l'un des grands mystères de l'astrobiologie moderne, une discipline qui tente de comprendre les conditions nécessaires à l'émergence et à la persistance de la vie dans un univers intrinsèquement hostile. Le nombre gigantesque d'étoiles offre d'innombrables opportunités pour la vie. Mais la violence constante du cosmos représente un filtre impitoyable qui élimine peut-être la grande majorité de ces opportunités avant qu'elles ne puissent se concrétiser. Notre propre existence, sur cette petite planète bleue, apparaît alors comme un miracle statistique, une combinaison improbable de circonstances favorables qui nous a permis de survivre assez longtemps pour développer une civilisation technologique. Nous avons échappé au sursaut gamma. Nous avons évité les magnétars proches. Nous n'avons pas été éjectés de notre galaxie lors d'une fusion passée. Nous avons bénéficié de 5 milliards d'années de calme relatif. Un répit cosmique qui nous a donné le temps d'évoluer de simples cellules à des créatures capables de contempler les étoiles et de se demander d'où elles viennent. Mais ce répit est-il permanent? Ou sommes-nous simplement en train de vivre dans un intervalle de calme entre deux catastrophes? Un sursis temporaire dans un univers qui finira par nous rappeler sa violence fondamentale? Le ciel nocturne, avec ses étoiles scintillantes et paisibles, dissimule un océan de destruction permanente. Chaque point lumineux est un réacteur thermonucléaire. Chaque constellation abrite des bombes à retardement gravitationnel. Chaque région sombre cache des trous noirs invisibles, des magnétars dormants, des nuages de gaz prêts à s'effondrer en nouvelles étoiles qui vivront et mourront dans la violence. Et le nombre de ces sources de destruction dépasse tout ce que notre esprit peut véritablement concevoir. Des trillions d'étoiles, chacune capable de violence extrême,
chacune participant à la danse cosmique de création et de destruction qui anime l'univers depuis sa naissance. Dans cette perspective, notre existence même devient un mystère profond, une question ouverte à laquelle ni la science ni la philosophie n'ont encore trouvé de réponse satisfaisante. Face à l'immensité vertigineuse du nombre d'étoiles et à la violence permanente qui agite le cosmos, une question fondamentale émerge inévitablement. Que signifie tout cela pour nous, minuscules créatures de carbone et d'eau, agrippées à la surface d'une planète ordinaire, en orbite autour d'une étoile banale, dans la banlieue d'une galaxie parmi des milliards d'autres? Quelle est notre place dans ce théâtre cosmique dont nous commençons à peine à percevoir l'ampleur réelle? Cette question n'est pas nouvelle. Elle hante l'humanité depuis que le premier être humain a levé les yeux vers le ciel nocturne et s'est demandé ce qu'étaient ces points lumineux qui parsemaient l'obscurité. Mais la science moderne lui a donné une dimension entièrement nouvelle, une profondeur qui aurait été inconcevable pour nos ancêtres. Car nous ne contemplons plus simplement un mystère poétique. Nous contemplons des chiffres, des distances, des échelles de temps qui écrasent notre intuition et remettent en question notre conception même de la signification. Le philosophe Blaise Pascal, au XVIIe siècle, écrivait déjà que le silence éternel de ces espaces infinis l'effrayait. Il ne connaissait pas le nombre réel d'étoiles. Il ne savait pas que notre galaxie n'était qu'une parmi des milliards. Il n'avait aucune idée de l'âge de l'univers, ni de son étendue véritable. Et, pourtant, le peu qu'il percevait suffisait déjà à le plonger dans un vertige existentiel. Que dirait Pascal aujourd'hui, s'il pouvait contempler les images du télescope spatial James Webb? S'il pouvait comprendre que chaque point flou sur ces images représente une galaxie contenant des centaines de milliards de soleils? L'immensité du cosmos produit chez l'être humain une réaction paradoxale. D'un côté, elle peut nous écraser, nous faire sentir insignifiants, perdus, sans importance dans un univers qui continue son existence indifférente que nous soyons là ou non pour l'observer. De l'autre côté, elle peut nous élever, nous connecter à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, nous faire réaliser que nous sommes les enfants des étoiles, façonnés par les mêmes processus cosmiques qui ont créé tout ce que nous voyons dans le ciel nocturne. Cette dualité se retrouve dans toutes les traditions philosophiques et spirituelles qui ont tenté de donner un sens à notre place dans l'univers. Certaines traditions ont choisi l'humilité cosmique, insistant sur notre petitesse et notre dépendance envers des forces qui nous dépassent infiniment. D'autres ont choisi l'affirmation de la conscience, suggérant que l'univers ne prend véritablement sens que lorsqu'il est observé, contemplé, compris par des êtres capables de réflexion. Dans cette perspective, nous ne serions pas simplement des accidents insignifiants perdus dans l'immensité. Nous serions les yeux par lesquels l'univers se contemple lui-même, les esprits par lesquels le cosmos devient conscient de sa propre existence. Cette idée, parfois appelée principe anthropique, a été formulée de diverses manières par des scientifiques et des philosophes au cours du XXe siècle. Dans sa version faible, elle se contente d'observer que les conditions physiques de l'univers doivent être compatibles avec l'émergence d'observateurs. Puisque nous sommes là pour les observer, c'est presque une tautologie, mais elle a des implications profondes. Si les constantes fondamentales de la physique étaient légèrement différentes, les étoiles ne pourraient pas se former, la chimie complexe serait impossible, et la vie telle que nous la connaissons n'aurait jamais pu émerger. Dans sa version forte, le principe anthropique va beaucoup plus loin. Il suggère que l'univers devait nécessairement développer des observateurs conscients, que notre existence n'est pas un accident, mais une caractéristique fondamentale de la réalité. Cette version est beaucoup plus controversée, car elle semble impliquer une finalité, un but, une direction vers laquelle l'évolution cosmique tendrait inévitablement. La plupart des scientifiques rejettent cette interprétation comme non scientifique, mais elle continue de fasciner philosophes et théologiens. Quoi qu'il en soit de ces débats métaphysiques, un fait demeure incontestable. Nous existons. Nous sommes là, sur cette planète, à ce moment précis de l'histoire cosmique, capables de nous interroger sur notre propre existence et sur la nature de l'univers qui nous a engendrés. Cette capacité d'interrogation est peut-être la chose la plus extraordinaire de toute l'histoire du cosmos. Pendant près de 14 milliards d'années, l'univers a évolué dans l'obscurité, les étoiles naissant et mourant sans témoin.
les galaxies fusionnant sans observateur, les phénomènes les plus spectaculaires se produisant dans une indifférence totale. Et puis, sur au moins une petite planète rocheuse, quelque chose de nouveau est apparu. Une conscience, une capacité de comprendre, une soif de savoir. Mais cette conscience soulève immédiatement une autre question. Peut-être la plus troublante de toutes. Sommes-nous seuls ? Dans un univers contenant des trillions d'étoiles, est-il possible que notre petite planète soit le seul endroit où la vie a émergé ? Le seul point de conscience dans un océan d'inconscience ? Les mathématiques semblent suggérer que non. Même en adoptant les estimations les plus conservatrices, le nombre de planètes potentiellement habitables dans l'univers observable est astronomique. Si seulement une étoile sur 1 million possède une planète dans la zone habitable, et si seulement une planète habitable sur 1 million développe la vie, et si seulement une forme de vie sur 1 million évolue vers l'intelligence, nous devrions quand même avoir des millions de civilisations intelligentes dans l'univers observable. Les chiffres sont si écrasants en faveur de la pluralité de la vie que notre solitude semble statistiquement impossible. Et pourtant, le silence, le grand silence cosmique qui nous entoure de toutes parts, que nos radiotélescopes scrutent depuis plus de 60 ans sans jamais capter le moindre signal artificiel. Pas une émission radio, pas un faisceau laser, pas une mégastructure visible, pas une sonde interstellaire détectable. Rien. Absolument rien qui trahirait la présence d'une autre intelligence dans les profondeurs du cosmos. Ce silence est devenu l'un des grands mystères de la science moderne, connu sous le nom de paradoxe de Fermi. Plus nous découvrons d'étoiles, plus ce paradoxe devient aigu. Si la vie intelligente a la moindre probabilité d'émerger autour d'une étoile donnée, alors elle aurait dû émerger des millions de fois avant nous. Certaines de ces civilisations auraient eu des milliards d'années d'avance sur nous. Elles auraient eu le temps de coloniser la galaxie entière, de construire des structures visibles depuis la Terre, de transformer le cosmos lui-même à leur image. Les solutions proposées au paradoxe de Fermi sont nombreuses, et chacune porte en elle des implications profondes sur notre propre destin. La première catégorie de solutions suggère que nous sommes véritablement seuls, ou presque. Peut-être que la vie est extraordinairement rare, un accident cosmique qui ne s'est produit qu'une seule fois, ou quelques fois dans toute l'histoire de l'univers. Peut-être que l'émergence de la conscience est encore plus improbable, nécessitant une série de coïncidences si spécifiques que même dans un univers contenant des trillions d'étoiles, elle reste exceptionnelle. Dans cette perspective, notre existence prend une valeur inestimable. Nous serions les gardiens d'une flamme unique, les seuls porteurs de conscience dans un cosmos autrement aveugle et sourd. Cette idée a quelque chose de grandiose, mais aussi de profondément solitaire. Imaginez que nous sommes seuls dans l'immensité, que nulle part ailleurs dans l'univers, une autre conscience ne contemple les étoiles et ne se pose les mêmes questions que nous, provoque un sentiment de vertige existentiel difficile à décrire. Nous serions non seulement insignifiants par notre taille, mais aussi tragiquement uniques, condamnés à ne jamais rencontrer d'écho dans le grand voyage cosmique. La deuxième catégorie de solutions est plus sombre. Elle suggère que les civilisations intelligentes émergent régulièrement dans l'univers, mais qu'elles ne survivent pas assez longtemps pour coloniser les étoiles. C'est l'hypothèse du grand filtre, un obstacle insurmontable que toutes ou presque toutes les civilisations rencontrent à un moment de leur développement. Ce filtre pourrait être un événement cataclysmique naturel, comme un sursaut gamma ou une pandémie cosmique, ou bien il pourrait être auto-infligé. Une tendance inhérente aux civilisations technologiques à se détruire elles-mêmes une fois qu'elles atteignent un certain niveau de développement. Si cette hypothèse est correcte, la question cruciale devient: où se situe le grand filtre ? Est-il derrière nous ou devant nous ? Si le filtre se trouve dans le passé, dans les premières étapes de l'émergence de la vie ou de l'évolution vers l'intelligence, alors nous avons déjà franchi l'obstacle le plus difficile. Notre avenir serait relativement ouvert, les dangers cosmiques étant les mêmes que ceux que nous avons déjà surmontés statistiquement. Mais si le filtre se trouve dans notre futur, si les civilisations technologiques tendent inévitablement à s'autodétruire ou à être détruites une fois qu'elles atteignent notre niveau de développement, alors notre destin serait scellé. Nous serions condamnés
comme toutes les civilisations avant nous, à disparaître avant d'avoir pu laisser notre empreinte sur le cosmos. Cette perspective est terrifiante, mais elle n'est pas sans fondement. Les défis auxquels l'humanité fait face aujourd'hui, changement climatique, prolifération nucléaire, risques liés à l'intelligence artificielle, pandémie potentielle, montrent à quel point une civilisation technologique peut être fragile. Nous avons acquis le pouvoir de transformer notre planète, mais aussi celui de la détruire. Et nous ne sommes qu'au tout début de notre développement technologique. Les civilisations qui auraient des millions d'années d'avance sur nous auraient développé des technologies que nous ne pouvons même pas imaginer. Des pouvoirs qui feraient paraître notre technologie actuelle primitive et inoffensive. Ces pouvoirs pourraient être des outils de création sublime, mais aussi des instruments de destruction totale. La troisième catégorie de solutions au paradoxe de Fermi suggère que les civilisations extraterrestres existent, mais qu'elles sont invisibles ou indétectables pour des raisons que nous ne comprenons pas encore. Peut-être qu'elles utilisent des technologies de communication si avancées que nos radiotélescopes ne peuvent pas les capter, comme un homme préhistorique essayant de détecter les communications Wi-Fi avec ses sens naturels. Peut-être qu'elles ont choisi délibérément de ne pas se manifester, observant la Terre de loin sans intervenir, comme des scientifiques observant une culture primitive dans une réserve naturelle. Peut-être qu'elles existent sous des formes si différentes de la vie telle que nous la connaissons, que nous ne les reconnaîtrions pas même si nous les voyions. Cette catégorie de solutions inclut l'hypothèse fascinante et troublante du zoo cosmique. Selon cette idée, la Terre et l'humanité seraient délibérément isolées du reste de la communauté galactique, maintenues dans une sorte de quarantaine ou de réserve naturelle par des civilisations plus avancées. Ces civilisations auraient peut-être des règles éthiques interdisant le contact avec les espèces primitives, où elles attendraient que nous atteignions un certain niveau de maturité avant de se révéler. Nous serions ainsi observés sans le savoir, étudiés peut-être, mais jamais contactés. Cette hypothèse a quelque chose de profondément déstabilisant. Elle suggère que notre sentiment de solitude cosmique pourrait être une illusion soigneusement entretenue, que le silence que nous percevons n'est pas un silence réel, mais un silence imposé. Nous serions comme des enfants dans une maison silencieuse, ignorant que les adultes sont juste derrière la porte, attendant le bon moment pour se montrer. Une variante encore plus troublante de cette hypothèse est celle de la simulation. Certains philosophes et scientifiques ont suggéré que notre réalité tout entière pourrait être une simulation informatique créée par une civilisation infiniment plus avancée. Dans ce cas, le nombre d'étoiles que nous observons, l'immensité du cosmos que nous contemplons, ne serait qu'un décor, une toile de fond programmée pour nous donner l'impression de vivre dans un univers réel. Le silence cosmique s'expliquerait simplement. Il n'y a personne d'autre dans la simulation parce que les créateurs n'ont pas jugé nécessaire de simuler d'autres civilisations. Cette hypothèse peut sembler relever de la science-fiction, mais elle a été prise au sérieux par des penseurs respectés. Le philosophe Nick Bostrom a développé un argument logique suggérant que si les civilisations avancées ont la capacité de créer des simulations réalistes et la motivation de le faire, alors le nombre d'êtres simulés dépasserait largement le nombre d'êtres réels. Et nous aurions statistiquement plus de chances d'être des simulations que des entités biologiques originales. Cet argument reste controversé, mais il illustre à quel point les implications du nombre d'étoiles et du silence cosmique peuvent nous mener vers des territoires philosophiques vertigineux. Quelle que soit la vérité concernant notre solitude ou notre compagnie cosmique, une certitude demeure. L'univers que nous observons est en transformation constante, et cette transformation a des implications profondes pour le destin de toute forme de vie, y compris la nôtre. Les étoiles ne brilleront pas éternellement. Chaque étoile consomme son combustible nucléaire et finira par s'éteindre d'une manière ou d'une autre. Les étoiles massives meurent jeunes et violemment. Les étoiles plus modestes comme notre Soleil vivront plus longtemps, mais elles mourront quand même, se transformant en géantes rouges qui engloutiront leurs planètes intérieures avant de s'effondrer en naines blanches qui refroidiront lentement pendant des milliards d'années. Les naines rouges, ces étoiles les plus petites et les plus économes, peuvent brûler pendant des trillions d'années, mais elles aussi finiront par épuiser leur hydrogène et s'éteindre.
À très long terme, l'univers s'achemine vers un état connu sous le nom de mort thermique. Dans ce futur lointain, toutes les étoiles se seront éteintes. Les galaxies se seront dispersées ou effondrées en trous noirs supermassifs. Les trous noirs eux-mêmes s'évaporeront lentement par le processus de radiation de Hawking, perdant leur masse goutte à goutte jusqu'à disparaître complètement. Il ne restera qu'un vide froid et sombre, parsemé de quelques particules élémentaires dérivant à jamais dans un espace en expansion perpétuelle. La température de l'univers approchera asymptotiquement du zéro absolu, et plus aucun processus physique capable de soutenir la complexité ou la vie ne sera possible. Cette perspective de mort cosmique ultime est peut-être la conclusion la plus troublante de notre exploration du nombre d'étoiles. Car peu importe combien d'étoiles existent, peu importe combien de civilisations pourraient émerger autour d'elles, toutes sont condamnées à disparaître dans ce futur lointain. L'univers lui-même a une date d'expiration, même si cette date est si éloignée qu'elle dépasse notre capacité d'imagination. Les échelles de temps impliquées sont vertigineuses. Les dernières étoiles s'éteindront dans environ 100 000 milliards d'années. Les derniers trous noirs s'évaporeront dans peut-être 10 puissance 100 années, un nombre tellement grand qu'il n'a pas de nom usuel dans le langage courant. Ces durées dépassent tellement notre expérience quotidienne qu'elles perdent tout sens intuitif. Et pourtant, elles sont finies. Elles ont une fin. L'éternité n'existe pas pour l'univers matériel. Face à cette perspective de fin ultime, certains philosophes ont développé une vision qu'on pourrait appeler le nihilisme cosmique. Si tout est voué à disparaître, si même les étoiles les plus durables finiront par s'éteindre, si l'univers lui-même mourra dans le froid et l'obscurité, alors quelle importance peut avoir notre existence éphémère ? Nous sommes des étincelles momentanées dans une nuit éternelle, des rêves fugitifs dans un cosmos indifférent. Nos joies, nos peines, nos accomplissements, nos échecs, tout cela sera oublié, effacé, comme s'il n'avait jamais existé. Mais d'autres penseurs ont proposé une vision différente. Peut-être que la signification ne dépend pas de la permanence. Peut-être que ce qui compte n'est pas la durée de notre existence, mais sa qualité, son intensité, sa profondeur. Un coucher de soleil n'est pas moins beau parce qu'il ne dure que quelques minutes. Une symphonie n'est pas moins émouvante parce qu'elle a une fin. Et de même, notre existence n'est pas moins précieuse parce qu'elle est temporaire. Dans cette perspective, le nombre immense d'étoiles prend une signification nouvelle. Chaque étoile représente une possibilité, un potentiel, une occasion pour que quelque chose de significatif se produise. Même si la grande majorité de ces étoiles n'abriteront jamais la vie, même si la plupart des mondes resteront stériles et silencieux pour l'éternité, le simple fait que quelques-uns d'entre eux puissent donner naissance à la conscience, à la beauté, à l'amour, à la compréhension, justifie peut-être l'existence de tous les autres. Notre propre existence, aussi brève et fragile soit-elle à l'échelle cosmique, est un miracle qui mérite d'être célébré. Nous sommes les héritiers de 14 milliards d'années d'évolution cosmique. Nous portons en nous les atomes forgés dans les cœurs d'étoiles mortes depuis longtemps. Nous sommes la matière de l'univers qui a appris à se contempler elle-même, à se questionner, à s'émerveiller. Et cette capacité d'émerveillement, cette soif de comprendre qui nous pousse à compter les étoiles et à mesurer l'immensité, est peut-être la chose la plus précieuse que l'univers ait jamais produite. Le mystère du nombre d'étoiles reste ouvert, non pas seulement comme une question scientifique, mais comme une question existentielle. Que signifie exister dans un univers aussi vaste, aussi ancien, aussi indifférent apparemment à notre sort? Comment trouver un sens, une direction, un but, face à l'immensité écrasante du cosmos? Ces questions n'ont pas de réponse définitive. Elles accompagnent l'humanité depuis ses débuts, et l'accompagneront probablement jusqu'à sa fin, quelle que soit cette fin. Mais peut-être que l'important n'est pas de trouver des réponses. Peut-être que l'important est de continuer à poser les questions, de maintenir vivante cette flamme de curiosité qui nous distingue dans l'univers connu. Chaque nuit, lorsque les étoiles apparaissent dans le ciel, elles nous invitent silencieusement à cette réflexion. Elles nous rappellent notre petitesse, mais aussi notre connexion profonde avec le cosmos tout entier. Elles nous montrent l'immensité de ce que nous ne savons pas, mais aussi l'extraordinaire aventure de la connaissance que nous avons entreprise.
Elles sont à la fois un rappel de notre mortalité et une promesse de mystère sans fin à explorer. Et dans ce dialogue silencieux avec les étoiles, peut-être trouvons-nous quelque chose qui ressemble à un sens, même s'il reste difficile à articuler. Quelque chose qui nous lie à l'univers et l'univers à nous. Quelque chose qui fait que, malgré notre insignifiance cosmique, notre existence compte quand même, d'une manière que nous ne comprenons pas entièrement. Le nombre d'étoiles est terrifiant, oui, mais il est aussi sublime. Et dans cette terreur et cette sublimité entremêlées, se trouve peut-être le cœur même de l'expérience humaine face au cosmos infini. Partie 6. Nous voici arrivés au terme de notre voyage à travers l'immensité stellaire, mais le mystère reste entier, peut-être même plus profond qu'au moment où nous avons commencé, car chaque réponse que nous avons trouvée a ouvert 10 nouvelles questions. Chaque certitude s'est transformée en incertitude plus vaste, et chaque chiffre que nous avons tenté de saisir s'est révélé n'être qu'une approximation grossière d'une réalité qui dépasse notre capacité de compréhension. Le nombre d'étoiles dans l'univers n'est pas simplement une donnée astronomique abstraite. C'est un miroir dans lequel se reflètent toutes nos peurs et tous nos espoirs cosmiques. C'est une fenêtre qui s'ouvre sur l'infini, nous forçant à confronter notre propre finitude. C'est une énigme qui contient en elle-même toutes les autres énigmes de l'existence. Rappelons-nous ce que nous avons découvert au cours de cette exploration nocturne. Nous avons commencé avec les chiffres rassurants que la science du XXe siècle nous avait légués. 100 milliards d'étoiles dans notre galaxie, 200 milliards de galaxies dans l'univers observable, soit environ 10 puissance 22 étoiles au total. Ces nombres semblaient déjà vertigineux, mais ils étaient gérables, compréhensibles dans leur abstraction même. Ils nous donnaient l'illusion du contrôle, la satisfaction de pouvoir quantifier l'infini. Puis, nous avons vu ces certitudes s'effriter une à une. Les naines rouges, ces étoiles discrètes et omniprésentes, se sont révélées bien plus nombreuses que prévu. Les galaxies elles-mêmes se sont multipliées sous le regard perçant de nos télescopes les plus récents. Les structures que nous pensions comprendre se sont révélées d'une complexité qui défie nos modèles les plus sophistiqués. Le nombre d'étoiles a grimpé inexorablement, passant de 10 puissance 22 à 10 puissance 23, puis 24 et peut-être plus encore. Chaque amélioration de nos instruments révèle non pas une image plus simple de l'univers, mais une richesse toujours plus grande, une abondance toujours plus écrasante. Et ce n'est là que l'univers observable, cette bulle de lumière qui nous entoure et au-delà de laquelle notre regard ne peut porter. Que cache l'obscurité au-delà de cette frontière? Combien d'étoiles brillent dans des régions de l'espace-temps qui resteront à jamais inaccessibles à notre observation? Si l'univers est infini, comme certains modèles cosmologiques le suggèrent, alors le nombre d'étoiles l'est aussi. Un infini d'étoiles, un infini de soleils, un infini de possibilités. Mais nous avons également découvert que ce nombre, aussi grand soit-il, ne raconte qu'une partie de l'histoire. Car les étoiles ne sont pas des objets paisibles et éternels suspendus dans le vide. Elles sont des acteurs d'un drame cosmique d'une violence inouïe. Elles naissent dans la douleur, vivent dans la fureur thermonucléaire et meurent dans des cataclysmes qui peuvent stériliser des régions entières de l'espace. Les supernovas, les sursauts gamma, les collisions stellaires, les jets de matière relativiste, tout cela compose une symphonie de destruction permanente que notre ciel nocturne paisible dissimule parfaitement. Cette violence n'est pas une anomalie, elle est le mode normal d'existence de l'univers. La création et la destruction sont les deux faces d'une même médaille cosmique, inséparables et éternellement enlacées. Les mêmes processus qui créent les éléments nécessaires à la vie détruisent aussi les mondes où cette vie pourrait émerger. Les mêmes étoiles qui éclairent et réchauffent les planètes peuvent aussi les incinérer dans leur agonie finale. L'univers est à la fois un jardin et un champ de bataille, une nurserie et un cimetière. Et au milieu de cette violence cosmique permanente, sur une petite planète rocheuse en orbite autour d'une étoile ordinaire, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La matière inanimée a trouvé le moyen de s'organiser en structures capables de se reproduire, d'évoluer, de penser. Des atomes forgés dans les cœurs d'étoiles mortes se sont assemblés en molécules,
les molécules en cellules, les cellules en organismes, les organismes en écosystèmes, et finalement, après des milliards d'années d'évolution patiente, de créatures capables de contempler leur propre origine stellaire. Nous sommes ces créatures. Nous sommes l'univers qui s'observe lui-même, qui compte ses propres étoiles, qui s'interroge sur sa propre nature. Cette capacité de réflexion, aussi limitée et imparfaite soit-elle, représente quelque chose d'unique dans tout ce que nous connaissons de l'univers. Les étoiles brillent, mais elles ne savent pas qu'elles brillent. Les galaxies tournent, mais elles ignorent leur propre mouvement. Seule la conscience, pour autant que nous sachions, peut contempler et comprendre. Mais cette conscience soulève immédiatement la question la plus troublante de toutes. Sommes-nous seuls à posséder cette capacité ? Dans un univers contenant peut-être 10 puissance 24 étoiles ou plus, est-il concevable que nous soyons les seuls à regarder le ciel et à nous demander ce que nous voyons ? Les mathématiques suggèrent que non. Les probabilités sont écrasantes en faveur de l'existence d'autres formes de vie, d'autres consciences, d'autres civilisations contemplant peut-être en ce moment même le mystère du nombre d'étoiles depuis leur propre perspective unique. Et pourtant, le silence cosmique persiste, assourdissant dans son absence totale de signaux, de messages, de preuves d'une présence autre que la nôtre. Ce paradoxe transforme notre contemplation des étoiles en quelque chose de plus profond qu'un simple exercice intellectuel. Il fait de chaque regard vers le ciel nocturne un acte chargé de signification existentielle. Chaque étoile que nous observons pourrait abriter des mondes, et sur ces mondes pourraient exister des êtres qui, comme nous, lèvent les yeux vers leur propre ciel et se demandent s'ils sont seuls. La possibilité de cette réciprocité cosmique, même si elle reste non confirmée, ajoute une dimension poignante à notre solitude apparente. Et puis, il y a la fragilité. Notre fragilité face à l'immensité. La fragilité de notre planète face aux forces cosmiques qui l'entourent. La fragilité de notre civilisation face aux défis qu'elle affronte. La fragilité même de la conscience face à l'entropie inexorable qui gouverne l'univers. Nous sommes des étincelles fragiles dans une nuit immense, des flammes vacillantes que le moindre souffle cosmique pourrait éteindre. Cette fragilité n'est pas une abstraction philosophique. Elle est inscrite dans les strates géologiques de notre planète, dans les extinctions massives qui ont ponctué l'histoire de la vie, dans les cratères d'impact qui parsèment la surface de tous les corps du système solaire. Elle ou les rappelée à chaque éruption solaire qui perturbe nos satellites, à chaque astéroïde qui frôle notre orbite, à chaque supernova qui explose dans notre voisinage galactique. Nous vivons dans un univers qui ne nous doit rien, qui ne garantit pas notre survie, qui poursuit son évolution cosmique indifférente à notre sort. Et pourtant, cette fragilité même rend notre existence d'autant plus précieuse. Si nous étions éternels, si notre survie était garantie, si nous étions invulnérables aux caprices du cosmos, notre existence perdrait peut-être de sa valeur. C'est précisément parce que nous sommes fragiles, parce que notre temps est limité, parce que chaque instant pourrait être le dernier, que chaque instant compte. C'est notre mortalité qui donne du poids à nos choix, de l'urgence à nos actions, de la profondeur à nos émotions. Le poète Rainer Maria Rilke écrivait que nous devons aimer les questions elles-mêmes, comme des pièces fermées à clé ou des livres écrits dans une langue étrangère. Le mystère du nombre d'étoiles est l'une de ces questions fondamentales que nous devons apprendre à aimer pour elles-mêmes, pas simplement pour les réponses qu'elles pourraient un jour fournir. Car dans l'acte même de questionner, dans l'effort de comprendre, dans la tension vers la connaissance, nous affirmons quelque chose d'essentiel sur la nature humaine et peut-être sur la nature de la conscience elle-même. Nous ne saurons peut-être jamais le nombre exact d'étoiles. Ce chiffre restera peut-être à jamais hors de notre portée, reculant toujours plus loin à mesure que nos instruments s'améliorent et que notre compréhension s'approfondit. Mais ce n'est peut-être pas la réponse qui importe, c'est la quête elle-même, cette aspiration humaine fondamentale à comprendre, à quantifier, à donner un sens à l'immensité qui nous entoure. Chaque civilisation humaine a contemplé les étoiles et y a projeté ses propres mythes, ses propres significations, ses propres questions. Les anciens Babyloniens y voyaient les demeures des dieux. Les navigateurs polynésiens y trouvaient leur chemin à travers les vastes étendues du Pacifique. Les philosophes grecs
ils cherchaient l'harmonie mathématique de l'univers. Et nous, avec nos télescopes et nos ordinateurs, nous y cherchons des réponses à des questions que nos ancêtres n'auraient même pas pu formuler. Mais au fond, ne cherchons-nous pas tous la même chose ? Une connexion, un sens, une place dans le grand schéma cosmique. Les étoiles sont notre miroir collectif, reflétant nos peurs et nos espoirs, notre insignifiance et notre grandeur, notre ignorance et notre soif de connaissance. Elles nous rappellent d'où nous venons, poussière d'étoiles animées par on ne sait quel miracle, et où nous allons. Retour à la poussière lorsque notre étoile mourra et que notre planète sera consumée. Entre ces deux points, entre la naissance et la mort, entre la poussière originelle et la poussière finale, s'étend le bref instant de notre existence consciente. Un instant si court à l'échelle cosmique qu'il en devient presque inexistant. Et pourtant, dans cet instant, nous avons le privilège extraordinaire de contempler l'univers, de nous émerveiller devant sa beauté, de trembler devant son immensité, de nous interroger sur ses mystères. Le nombre d'étoiles restera peut-être toujours une approximation, un ordre de grandeur plus qu'un chiffre précis. Mais chaque étoile que nous comptons, chaque galaxie que nous découvrons, chaque phénomène cosmique que nous observons ajoute une nouvelle note à la symphonie de notre compréhension. Nous construisons, observation par observation, théorie par théorie, une image toujours plus riche et plus nuancée de l'univers qui nous a engendrés. Et dans cette construction patiente, dans cet effort collectif qui traverse les générations et les cultures, nous affirmons quelque chose de fondamental sur la valeur de la conscience dans un univers apparemment inconscient. Nous disons que comprendre vaut la peine, même si cette compréhension reste partielle, que chercher a du sens, même si nous ne trouvons pas toujours, que s'émerveiller est important, même face à des réalités qui nous écrasent par leur ampleur. Alors ce soir, lorsque tu fermeras les yeux, après avoir écouté cette méditation sur l'immensité stellaire, peut-être emporteras-tu avec toi, non pas des réponses, mais un sentiment renouvelé d'émerveillement. Peut-être que les chiffres astronomiques que nous avons évoqués se transformeront dans tes rêves en paysages cosmiques d'une beauté ineffable. Peut-être que la violence des étoiles se murera en une danse créatrice perpétuelle. Peut-être que notre solitude apparente dans l'univers deviendra une invitation à chérir encore plus profondément le miracle de notre existence. Car c'est cela, finalement, le véritable mystère. Non pas combien d'étoiles existent, mais pourquoi nous nous soucions de le savoir. Non pas si nous sommes seuls, mais pourquoi cette question nous hante. Non pas comment l'univers finira, mais pourquoi nous trouvons de la beauté même dans cette fin annoncée. Les étoiles continueront de briller, indifférentes à nos questionnements. Les galaxies poursuivront leur danse gravitationnelle sans se soucier de nos théories. L'univers évoluera selon ces lois immuables, que nous les comprenions ou non. Mais tant qu'il existera une conscience pour contempler ce spectacle, pour s'étonner, pour questionner, pour chercher du sens dans l'apparente absence de sens, alors l'univers ne sera pas simplement une collection de matière et d'énergie obéissant aveuglément aux lois de la physique. Il sera un lieu d'émerveillement, de mystère, de beauté tragique. Le silence qui suit cette méditation n'est pas un silence vide. C'est un silence plein de possibilités, chargé de questions non posées, lourd de mystères non résolus. C'est le même silence qui règne entre les étoiles, mais transformé par notre conscience en quelque chose de significatif. Dans ce silence, peut-être entendras-tu l'écho de ta propre existence, fragile et précieuse, éphémère et éternelle, insignifiante et infiniment importante. Les étoiles sont là, innombrables, attendant. Attendant quoi ? Personne ne le sait, mais nous sommes là aussi, sous leur lumière ancienne, portant en nous leurs cendres transformées en vie, en pensée, en émerveillement. Et dans cette rencontre silencieuse entre l'immensité stellaire et la conscience humaine se trouve peut-être tout le sens dont nous avons besoin, toute la beauté que nous pouvons supporter, tout le mystère que nous pouvons embrasser. Que cette nuit te soit douce, voyageur cosmique, que tes rêves soient peuplés d'étoiles sans nombre, et que demain, lorsque tu ouvriras les yeux sur un nouveau jour, tu te souviennes que tu es fait de poussière d'étoiles, que tu participes au grand mystère cosmique, et que ton émerveillement face à l'immensité
est peut-être la chose la plus précieuse de l'univers connu. Le mystère demeure. Les questions restent sans réponse. Les étoiles continuent leur course silencieuse. Et nous, fragiles témoins de cette immensité, nous continuons de chercher, de compter, de nous émerveiller. C'est peut-être cela, finalement, notre véritable destin cosmique. Non pas de résoudre tous les mystères, mais de les maintenir vivants par notre questionnement perpétuel. Non pas de conquérir l'infini, mais de le contempler avec humilité et émerveillement. Non pas de dompter l'univers, mais d'apprendre à danser avec lui, le temps d'un battement de cœur cosmique. Les étoiles sont innombrables, leur quantité est terrifiante, mais nous sommes là pour en témoigner, et cela change tout.